Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Et on a vraiment des actualités très intéressantes cette semaine-ci. On a d'abord le fait que Qualcomm pourrait fake ou en tout cas traficoter les benchmarks de leur nouveau Snapdragon X. On va en parler. On a le ban TikTok qui arrive finalement, c'est passé, oui. Donc ça, il y a beaucoup d'implications qu'on va évidemment aborder ici. On a aussi les AI pins qui sont arrivés et ils sont pas si bien que ça. On a aussi une controverse d'ailleurs par rapport aussi à ce sujet-là avec les youtubeurs et les reviews de youtubeurs. On a aussi une réponse officielle de Intel par rapport au problème de stabilité sur les Core i9, donc ça c'est assez intéressant. Et puis d'autres news en tout genre, vous avez tout ça sur la barre de lecture ou dans la description. Commençons tout de suite. Première mini news de la semaine avec un petit deal sur Games Planet dont je suis partenaire. Ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci pour ceux qui achètent éventuellement des jeux via mon lien dans la description. Et du coup, je vais noter le fait que vous avez Manor Lords qui est sorti. C'est un jeu un petit peu comme Banished où vous gérez un mini village et tout ça. C'est plutôt intéressant et c'est un jeu qui est très beau. Et du coup, il est en promotion sur Games Planet. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous aurez un lien dans la description. Et directement, allons vers le reste des news. La première grosse news de la semaine, c'est au niveau de Qualcomm qui apparemment aurait triché sur les benchmarks de leur nouveau Snapdragon X. Ces Snapdragon X, je vous rappelle, ce sont des processeurs ARM qui vont sortir surtout pour ordinateurs portables et donc peut-être apporter la révolution ARM qu'on attend depuis pas mal de temps sur Windows et qu'on a pu voir sur macOS avec les puces M1 de Apple et qui a plutôt bien fonctionné. Du coup, on avait évidemment beaucoup de marketing ces derniers mois et j'en ai même traité souvent sur le fait que ces puces ont l'air prometteuses, mais que la plupart de ces tests, de ces benchmarks et tout ça, les chiffres qu'on a vus jusqu'à maintenant étaient du marketing Qualcomm. Donc, mais il n'y a aucune personne qui a pu vraiment les vérifier derrière. Alors, depuis, les processeurs ont été annoncés, le 24, comme on l'avait dit, ils ont été annoncés. Il n'y a pas encore de produits qui arrivent, pour le moment en tout cas, dans un futur immédiat, mais ça arrivera très prochainement. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, on a eu une première annonce l'année dernière, et puis on a eu une annonce maintenant. Il y a beaucoup de marketing fait là-dessus, mais il n'y a toujours pas les processeurs qui arrivent. On va en parler après peut-être, justement, que ça donne une raison pour une des théories sur pourquoi ça pourrait arriver. Bref, dans tous les cas, ici, nous avons un report de semiaccurate.com, qui est un site d'actualité tech, et ils ont des contacts chez certains OEM. Les OEM, ce sont des gros fabricants pour d'autres mêmes marques, ou tout simplement pour tout ce qui sort en boutique, même dans les supermarchés et tout. Et nous avons des OEM qui sont évidemment spécialisés dans les ordinateurs et surtout les ordinateurs portables. Et selon deux de ces OEM assez massifs, comme le dit Semi-Accurate, Major, donc c'est peut-être Dell, HP, imaginez ce genre de marque. On ne sait pas c'est qui exactement parce que les sources restent anonymes évidemment pour les protéger. Mais selon deux de ces gros OEM, eh bien, ils n'arriveraient pas à recréer les mêmes résultats que Qualcomm dans les mêmes benchmarks, tout simplement. On a vu par exemple des benchmarks Geekbench qui montrent ces nouvelles puces de Qualcomm plus rapides que les puces M2. Eh bien, ces du coup OEM n'arrivent pas à recréer le même résultat. Et vous allez me dire, oh, ils n'arrivent pas à recréer le même résultat, peut-être qu'ils sont à 10-20% de différence de performance, peut-être. Non, là on parle de plus de 50% de la performance, genre plus de 50% de performance en moins dans leurs chiffres. Donc littéralement, ce ne sont même plus les mêmes processeurs. Il y a même un des OEM, ou plutôt une des sources anonymes, qui a décrit ces Snapdragon X Elite comme juste des concurrents aux Intel Celeron. Les Intel Celeron, c'est parmi les processeurs Intel les moins puissants. Donc, vraiment mauvais ici comme test, enfin comme résultat pour eux. Et il y a clairement un problème en fait. Ça peut arriver que certains OEM aient juste des moins bons résultats qu'un fabricant parce que juste ils n'ont peut-être pas les derniers patchs par exemple de Windows ou ce genre de choses, mais là on parle quand même d'une énorme différence. Alors du coup ils ont été en contact évidemment avec Qualcomm pour essayer de régler ça. Qualcomm leur a donné quelques conseils, peut-être améliorer le refroidissement, ce genre de choses. Donc peut-être que ça venait juste d'un problème de design de la part des OEM, mais même après tout ça, il y a toujours une différence massive en termes de performance. Du coup, d'où est-ce que ça vient? Il y a plusieurs théories qui pourraient justifier ça. La première théorie, c'est le fait que tout simplement ces OEM sont incompétents et n'arrivent pas à pleinement utiliser ces processeurs. Ça me semble être peu probable honnêtement, mais c'est une des théories. Deuxième théorie qui est la plus probable selon moi, c'est le fait que Qualcomm tout simplement traficoterait les résultats, ou plutôt donnerait des résultats qu'ils ont peut-être eu d'une autre manière parce que Windows n'arrive tout simplement pas à bien utiliser ces processeurs.
Et ça, c'est beaucoup plus probable selon moi parce que Windows version ARM est juste pas incroyable et on l'a déjà vu par le passé, surtout comparé à Mac OS X qui est juste bien meilleur avec ARM. Apple a fait un énorme travail d'optimisation, ils ont aussi fait un énorme travail avec Rosetta et tout ça. Donc tout simplement, Windows ne serait pas encore tout à fait là et n'arriverait pas encore à utiliser pleinement ses processeurs. Et donc Qualcomm donnerait plutôt des chiffres qui sont représentatifs réellement des performances de ses processeurs, mais qui ne peuvent pas être atteints à l'heure actuelle avec les versions de Windows ARM, parce que c'est tout simplement pas assez bien optimisé. Et du coup, ils feraient ça pour tout simplement pas montrer qu'il y a des problèmes avec Windows, et aussi espérer que d'ici quelques mois, vu que ça fait longtemps qu'ils font du marketing, donc d'ici quelques mois, Microsoft va fixer ces problèmes et ils vont réellement atteindre ce niveau de performance qu'ils ont pu montrer dans leur marketing. Donc ça, ce serait la deuxième théorie qui me paraît la plus probable. Troisième théorie, c'est que Qualcomm ment totalement. Juste, ces processeurs n'atteignent pas du tout ce niveau de performance, quoi qu'il arrive, et ils mentent totalement. Et pour moi, ça, c'est encore une fois une théorie peu probable parce que euh, le niveau de performance qu'on voit de ces processeurs n'est pas même si incroyable que ça. Genre, Apple arrive à le faire. Si Apple arrive à le faire, d'autres marques pourraient arriver à le faire. Surtout que ça fait longtemps maintenant que les puces M1 sont sorties. Ça fait des années. Elles sont sorties en 2020, je vous rappelle. Et depuis, les puces M2 et M3 sont juste une amélioration de ces puces-là. Elles ne changent pas drastiquement la formule. Donc, ce ne serait pas si étonnant que Qualcomm arrive à faire une puce, surtout en ayant récupéré les ingénieurs qui ont travaillé sur la puce M1, ce ne serait pas étonnant qu'ils arrivent à faire une puce aussi puissante que les M1 et M2. Donc pour moi, non, c'est juste pas possible qu'on en soit à cette situation-là. Je pense que vraiment le problème vient juste de Windows. Maintenant, ça ne justifie pas le fait que Qualcomm traficote leurs résultats juste à cause de Windows. On va être très honnête. S'il y a des problèmes avec Windows, ils devraient tout simplement ne pas montrer de résultats, en fait. Ou peut-être montrer des résultats qui ont été faits sur Linux, où là, Linux est plus optimisé pour ARM, ce genre de choses. Ils devraient faire ça. Et s'ils ne peuvent pas vraiment montrer pleinement les capacités de ces processeurs-là, ben qu'ils attendent en fait. Parce que là, ils sont full marketing, campagne marketing, ça va arriver, ça va être incroyable. Alors qu'aussi bien, toutes les pièces ne sont pas en place. Comme on le dit, encore une fois ici, peut-être que c'est juste Windows qui n'est pas encore tout à fait assez mature. Mais si Windows n'est pas assez mature, ne vous lancez pas dans une full campagne marketing, Qualcomm. Donc, ouais, je ne suis pas en train d'excuser Qualcomm ici. Je comprends les raisons, mais ils n'auraient pas dû faire autant de marketing s'il y a réellement un problème avec Windows. Donc ma foi, on verra bien d'ici la sortie d'un premier produit qui utilise un de ces processeurs-là. Il faut savoir aussi que avec l'annonce du 24, il y a aussi des YouTubers qui ont eu accès à des modèles de test qui sont faits par Qualcomm. Donc c'est des ordinateurs portables rouges, juste très basiques, qui ont ces processeurs-là, et ils ont pu quand même faire des tests par eux-mêmes. Parce que ici, Semi-Accurate dit que personne n'a pu les tester jusqu'à maintenant par eux-mêmes, mais ces YouTubers ont pu en réalité faire tourner des benchmarks par eux-mêmes, mais c'était évidemment sur un processeur, enfin c'était sur un ordinateur limité avec des représentants Qualcomm juste derrière, donc on ne sait pas exactement évidemment, si cet ordinateur est modifié. On ne sait pas ce qui fait tourner comme version de Windows. On ne sait pas s'ils ont installé des choses pour faire en sorte que les performances soient meilleures. Donc, encore une fois, même s'il y a eu des tests indépendants, ça reste contrôlé par Qualcomm. Donc, on verra bien quand on aura la sortie d'un premier produit et que quelqu'un aura ce produit sous la main et que ce sera une version que tout le monde peut acheter. Là, on pourra voir vraiment quel est le niveau de performance. Donc, ma foi, on en parlera dans un prochain Texama Show quand quelque chose sortira. D'ici quelques mois, je suppose. On verra bien. Deuxième grosse news de la semaine, c'est évidemment une update au niveau de TikTok qui, oui, pourrait être banni aux États-Unis. On en avait parlé il y a quelques temps, si vous vous souvenez, qu'un projet de loi était passé dans la Chambre des représentants aux États-Unis qui disait que, basiquement, soit TikTok serait banni des États-Unis ou soit il devait passer sous le contrôle d'une entreprise américaine. Donc, en gros, les propriétaires de TikTok devaient revendre TikTok à un propriétaire américain pour régler les problèmes de confiance que le gouvernement américain a avec TikTok. Et du coup, on avait vu aussi qu'à l'époque, c'était juste la Chambre des représentants qui avait passé la loi. Aux États-Unis, quand une loi doit être passée, elle doit passer à la Chambre des représentants, au Sénat et puis être signée par le président. Eh bien, le Sénat a passé la loi et avec une assez grosse majorité. Et du coup, Joe Biden, le président américain actuel, a aussi signé la loi. Donc,
littéralement, ça va être effectif. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, l'entreprise qui est derrière TikTok, qui est ByteDance, qui est l'entreprise mère, qui est basée en Chine, alors que TikTok est basé à Singapour, va avoir pas mal de difficultés devant eux. Mais le premier truc qu'ils vont certainement faire, c'est un recours en justice pour évidemment essayer de outrepasser cette loi. Parce que le problème, c'est que selon eux, ben, ça bafoue le premier amendement américain, qui est la libre expression. Hein, c'est le premier amendement américain. Donc, selon eux, si TikTok est banni aux États-Unis, ça empêche le public américain, notamment les 170 millions d'utilisateurs américains de TikTok, ce qui est énorme, de pouvoir s'exprimer en partie. Donc, ça enfreint le premier amendement. Et c'est vrai que c'est en réalité un assez grand argument, mais il faudra voir si vraiment ça va passer. Donc, ça, ce sera la première étape. S'ils n'arrivent pas à avoir un recours en justice pour que tout simplement ce ban soit mis en pause ou reconsidéré, eh bien, ils vont réellement être forcés. Sauf que le problème avec ça, c'est que déjà, qui a l'argent pour acheter TikTok aux États-Unis? Pas beaucoup d'entreprises. Et même si quelqu'un avait l'argent et la volonté d'acheter TikTok, la Chine, qui est du coup, je vous rappelle que ByteDance est basée en Chine, ben la Chine ne va pas approuver ça du tout. Parce que comme c'est une entreprise chinoise, ils peuvent tout simplement dire à ByteDance, non, tu ne peux pas vendre un tel asset qu'est TikTok. Et donc là, ils se retrouvaient dans une situation où c'est juste pas possible. En fait, ils sont coincés quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas respecter la décision américaine et aussi ce que voudrait la Chine derrière. Et donc, si Biden s'est forcé, ils l'ont dit déjà, eh bien, tout simplement, ils arrêteraient leur opération aux États-Unis, en tout cas TikTok cesserait d'exister aux États-Unis. Alors évidemment, les gens qui auraient déjà l'application installée sur leur téléphone pourraient toujours l'utiliser, un petit peu à la Fortnite, mais du coup, vous pourriez plus le trouver sur les App Store et tout ça, et ce serait basiquement banni aux États-Unis. Et c'est justement ce qu'ils ont dit qui arriverait s'ils sont forcés d'acheter et qu'ils n'ont pas de recours derrière, ce qui est évidemment massif. Hein. Encore une fois, il y a 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis, donc c'est un énorme marché pour eux. Ça va aussi avoir des implications pour le reste du monde, même si TikTok n'est pas banni en Europe ou n'importe quel autre pays, mais il y a forcément beaucoup de créateurs de contenu qui ne pourront plus créer des contenus pour TikTok et qui sont aussi bien regardés dans le reste du monde, donc ça va faire une énorme perte derrière. Il y a aussi des implications pour les autres plateformes qui sont concurrentes de TikTok, YouTube, Instagram notamment. Eux vont aussi bien récupérer des énormes parts de marché grâce à ça, parce que même si tous les utilisateurs ne vont pas passer chez eux, une partie de ces utilisateurs va switcher sur YouTube. Il y a même certains de ces créateurs de contenu au final qui ont déjà un compte YouTube, qui ont déjà un Instagram et qui postent partout. Donc, ils vont récupérer des utilisateurs juste sur les autres plateformes et ça va mettre en avant ces plateformes américaines. Ce qui aussi prouve qu'il y a un double agenda américain ici. Hein. Il y a évidemment, selon eux, un risque du fait que, comme TikTok appartient à une entreprise chinoise, les données qui passent sur TikTok pourraient finir quelque part en Chine. Mais il y a aussi le double agenda, comme je dis, que en bannissant TikTok, ça met en avant une entreprise américaine, en fait. Enfin, deux entreprises américaines. Donc, ça les arrange, quoi qu'il arrive, d'avoir ce ban. Maintenant, il y a aussi le côté de la Chine. C'est vrai que, comme ByteDance est une entreprise chinoise, il y a des lois chinoises, il faut le savoir, qui disent que, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, que pour la sécurité nationale chinoise, n'importe quelle entreprise chinoise doit donner littéralement tout ce que le gouvernement chinois leur demande. Donc si le gouvernement chinois va voir ByteDance et leur dit « on veut toutes les données des utilisateurs de TikTok », ils n'ont littéralement pas le choix de le faire en fait. Même si l'entreprise techniquement est à Singapour. Elle appartient toujours à ByteDance. Donc là, il y a des énormes intérêts géopolitiques, on peut le dire, hein, que ce soit des États-Unis ou de la Chine. Et il y a aussi évidemment les intérêts économiques derrière. Donc là, il faut juste attendre voir ce que ça donne. On va voir si le recours passe dans un premier temps. C'est tout à fait possible. Et il faudra voir si ça tient aussi en cours de justice quand il y aura une décision. Ça va probablement aussi peut-être finir devant la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis, pour le moment, est majoritairement, pour information, républicaine. Et les républicains semblent être justement pour un ban de TikTok. Donc, ça ne donne pas forcément de bonnes chances à TikTok derrière. Donc, ouais, basiquement, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, récemment, nous avons le AI Pin de Human qui est sorti. Cette entreprise, je vous rappelle, qui a été fondée par des anciens ingénieurs Apple. Et du coup, beaucoup de gens avaient de l'espoir pour le AI Pin qui serait
une nouvelle utilisation, une révolution du smartphone, parce que ce n'est pas un smartphone, et ça pourrait vous permettre de ne plus en avoir besoin. Juste avoir ce petit pin accroché, ça vous permet de faire plein de choses. Et nous avons aussi le Rabbit Air One qui est sorti, qui lui a un format assez différent, mais qui est un peu dans le même principe. C'est un appareil avec une IA qui vous permet d'améliorer votre quotidien, en gros. Donc, il y a une caméra notamment qui peut vous dire qu'est-ce que vous voyez, vous décrire ce que vous voyez, récupérer des informations pour vous, peut-être même commander sur des sites et tout ça. Et l'AI Pin, encore une fois, a pour but de remplacer entièrement un smartphone. Eh bien, les tests sont sortis et c'est pas les appareils les plus impressionnants. Le plus gros problème, et c'est le cas pour les deux, ils sont hyper lents. Pourquoi? Parce que les calculs d'IA ne peuvent pas être faits sur l'appareil en tant que tel. Et donc, tout est fait dans le cloud. Et donc, à chaque fois que vous demandez quelque chose, le PIN doit communiquer avec le cloud, récupérer l'information. Ça prend juste beaucoup trop de temps, en fait. Donc, en particulier, l'AI PIN est juste extrêmement mauvais. La batterie dure pas très longtemps, c'est très aléatoire. Il y a aussi ce système qui est vraiment bizarre. Je ne sais pas si on peut le voir facilement, mais pour qu'il soit accroché à vos vêtements comme ça, en fait, vous avez un truc qui est derrière votre t-shirt, par exemple, et qui s'aimante au reste de l'AI PIN. Et en fait, c'est la batterie. Et donc, il est alimenté en permanence par cette batterie avec un système sans fil. Donc, ça, comme vous le savez, hein, le chargement sans fil, pas ce qui est le plus efficace. Et ça veut dire que l'AI Pin a une batterie, des fois, qui est juste très, très mauvaise. Que vous ne pourriez pas utiliser comme un enfin, pour remplacer votre smartphone, en tout cas. Pour le Rabbit Air One, moins des problèmes à ce niveau-là, mais il y a toujours le problème juste de délai massif avec la communication sur le cloud. Il y a aussi le fait que il est censé être hyper intelligent, mais en réalité, apparemment, il ne serait pas aussi intelligent qu'il n'y paraît. Notamment, il donne l'impression que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, mais il est limité à certains sites web, notamment pour commander tout ça. Donc ça, c'est évidemment une assez grosse limitation. Après, il est beaucoup moins cher. Le Rabbit Air One, notamment, est en dessous de $300. Le gros problème du AI Pin, c'est qu'il vaut $799, si je me souviens bien. Et vous devez, je ne déconne même pas, vous devez payer $799 et après, vous devez prendre un abonnement par mois qui coûte genre $24. Quoi? C'est juste n'importe quoi. Donc, basiquement, ces deux produits, et en particulier DAI Pin de Human, sont juste très meh. Et du coup, nous avons une autre news en parallèle par rapport à ça, avec une sorte de petit drama, ou en tout cas un débat qui s'est lancé dans la communauté tech, ou même de manière générale. En gros, est-ce que les reviewers tech, un petit peu comme moi, peuvent tuer des entreprises juste en postant une mauvaise review d'un produit? Genre, ils disent « Oh, ce produit est mauvais, ne l'achetez pas. » Est-ce possible? Bien, c'est justement la controverse dans laquelle a été mis Marcus Brownlee, qui est MKBHD, qui fait des excellentes, selon moi, reviews, surtout de smartphones, mais il a aussi une chaîne où il fait des reviews de voitures électriques notamment. Deux excellentes chaînes. Du coup, il a sorti une vidéo sur le AI Pin et il a intitulé The Worst Product I Ever Reviewed for Now, ce qui se traduit par le pire produit que j'ai jamais testé pour le moment. Donc, littéralement, il n'aime vraiment pas le produit. Et j'ai pu voir sa vidéo et franchement, oui, il y a beaucoup de choses très mauvaises par rapport à cet AI Pin. Mais du coup, cette vidéo a suivi aussi une autre vidéo, il y a 2 mois, où il a dit c'est la pire voiture que j'ai jamais testée en testant justement une voiture électrique d'une entreprise qui, maintenant, depuis la sortie de cette vidéo, alors ça ne veut pas dire que c'est en rapport, mais depuis la sortie de cette vidéo en tout cas, même si en réalité la compagnie de voiture avait déjà des problèmes avant, mais depuis, elle a d'énormes problèmes de vente, elle n'arrive pas à vendre assez, il manque de liquidité. Genre, basiquement, l'entreprise est dans une très mauvaise position. Et donc, les gens ont commencé à faire le parallèle, c'est-à-dire, hey, mais c'est à cause de lui, en fait. Et donc, il y a plusieurs camps. Il y a premièrement les gens qui sont en train d'accuser les reviewers tech, littéralement, de, oui, mettre en péril des entreprises. Vous postez une vidéo de test sur un produit, vous dites que c'est mauvais, et ils accusent même peut-être certains reviewers tech de mentir en fait sur le fait que ce soit mauvais. Et du coup, derrière, ça affecte une entreprise. Ça peut même la tuer littéralement derrière. Ensuite, on a évidemment le groupe plus neutre qui est en mode « Ok, oui, peut-être ça peut affecter l'entreprise, mais d'un autre côté aussi, l'entreprise devrait sortir des bons produits. » Et puis évidemment, nous avons les personnes pour les reviewers tech qui sont en mode « Non, si le produit était mauvais dès le départ, une mauvaise review,
ben, ne va pas. Enfin, ça peut peut-être ajouter un petit peu derrière, enfin, ça peut affecter la réputation de la marque et tout ça, mais s'ils avaient sorti de toute façon un mauvais produit, ça allait les mettre dans la misère à cause de ça, en fait. Si une entreprise fait juste des mauvais produits, c'est normal qu'elle n'arrive pas à concurrencer les autres et qu'elle finisse par faire faillite ou autre chose. Personnellement, je suis plus de cet avis-là, tout en ayant un petit peu aussi des aspects neutres. Je pense que clairement, des reviewers comme NKBHD peuvent affecter une entreprise juste en sortant une vidéo. Totalement. Affecter les ventes positivement, mais aussi négativement. Mais je pense aussi que même s'ils n'avaient posté aucune vidéo, même s'ils n'en avaient pas parlé, ces entreprises auraient eu quand même des problèmes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous faites un mauvais produit, ne soyez pas étonnés que les gens ne l'aiment pas et peut-être demandent aussi un remboursement et que du coup vous ayez du mal à les vendre et que derrière aussi des mauvais tests soient sortis. Si le produit est juste mauvais, c'est normal que les vidéos de test soient en mode « Ah ok, oui, le produit est mauvais ». Donc pour moi, c'est clairement le gros de la faute revient juste à ces entreprises en fait. Et c'est aussi la loi du marché libre. C'est comme ça. Si vous faites un mauvais produit qui n'arrive pas à concurrencer votre concurrent, c'est normal qu'au bout d'un certain temps, vous allez faire faillite. C'est juste normal en fait. Si vous ne faites pas faillite, justement, ce serait bizarre en fait. Euh, et du coup, encore une fois aussi, même même si la vidéo d'MKBHD n'était pas sortie, les gens qui ont acheté ces produits, encore une fois, peuvent faire une demande de remboursement. Et même en réalité, du coup, vous pourrez vous dire que grâce à la vidéo de MKBHD, il y a moins de gens qui ont acheté le produit et du coup, il y a moins de gens qui ont certainement demandé un remboursement aussi. Et demander un remboursement affecte encore plus l'entreprise que juste pas acheter leur produit parce que du coup, ils doivent rendre l'argent, ils récupèrent le produit, mais du coup, ils doivent le remballer et tout ça. Il y a des frais de livraison et tout ça. Donc, honnêtement, limite, il vaut mieux que quelqu'un n'achète pas un de vos produits s'il n'est pas convaincu, plutôt que de l'acheter et puis de se faire rembourser. Enfin bref. Dans tous les cas, il y a une énorme polémique là-dessus. MKBHD a sorti une vidéo là-dessus, justement, où il parle un petit peu de ses impressions. Et je pense que, encore une fois, oui, c'est pas le travail des reviewers de faire une vidéo positive à chaque fois, ou juste même d'éviter les produits qui sont mauvais, juste parce que ça pourrait affecter une entreprise. Parce qu'il y en a qui pourraient dire ça aussi. Ben, si un produit est mauvais, ne fais juste pas de vidéo dessus. Il fait juste des vidéos sur les bons produits. Et il y a certains reviewers tech qui, des fois, font ça parce qu'ils n'aiment pas trop l'animosité des gens quand ils sortent une vidéo négative. On l'a vu d'ailleurs récemment, par exemple, avec le dernier album de Taylor Swift. Il y a des reviewers qui ont dit que ouais, c'est un 6 sur 10 quoi. Et vous avez tous les fans de Taylor Swift enfin tous les fans. Vous avez certains fans de Taylor Swift qui ont attaqué les sites de news qui ont posté ces reviews là. Donc des fois en fait certains reviewers tech évitent de parler négativement d'une marque, ne traitent pas du tout la marque pour éviter ce genre de choses. Donc c'est juste pour dire. Mais selon moi non. Si un produit est mauvais, il devrait être testé et on devrait avoir la vérité sur ce produit-là. Donc moi, je suis content vraiment que NKBHD ait fait ces deux vidéos en particulier et il n'a pas besoin de se justifier et il a continué à faire ce travail-là. Je pense que le travail d'un testeur de tech, un vrai testeur de tech, c'est d'informer les gens sur la réalité d'un produit. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Et peu importe les sentiments des gens sur une marque, si le produit, genre, si demain Meta, que je déteste personnellement, sort un excellent produit, ben c'est génial. Moi, je dirais que ce produit est excellent. Même si j'aime pas l'entreprise, s'ils sortent un excellent produit, c'est un excellent produit. Et si une entreprise que tout le monde adore sort un mauvais produit, ben ça doit être dit aussi. Euh, Vos sentiments ne devraient pas affecter un test ou un testeur de produits tech. Et aussi, la qualité d'un produit devrait être représentée parfaitement dans ces vidéos-là, peu importe la marque derrière, peu importe si ça va les mettre aussi dans la misère. Donc ouais, quoi qu'il arrive, selon moi, c'est une bonne chose qu'on ait des reviewers tech indépendants comme ça, qui n'hésitent pas à dire si un produit est mauvais. Et c'est une bonne chose pour le consommateur, pour vous et moi, et peu importe vos sentiments pour une marque derrière, et peu importe pour leur action, même peu importe pour les personnes qui travaillent pour ces entreprises, qui, oui, peut-être vont perdre leur travail. Le truc, c'est que ce sera arrivé quoi qu'il arrive si le produit est mauvais et que l'entreprise n'arrive pas à concurrencer leur concurrence. Enfin bref, c'est tout pour cette news. Mais justement, en parlant de mauvaises entreprises, nous avons un drama qui est en train de se créer sur Ike. Ike Waterblock, qui est évidemment une entreprise qui fait tout ce qui est au niveau refroidissement custom, que ce soit radiateur, waterblock, GPU, CPU, monobloc aussi, des
radiateurs, des ventilateurs, des tubes, des embouts et tout ça, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour watercooler un PC de manière custom, ils l'ont forcément et même plus encore. J'ai pu travailler par le passé avec Ikea, mais pas de manière sponsorisée, je tiens à le préciser, il n'y a pas eu d'argent échangé. Il m'avait envoyé des pièces pour monter un PC, un de mes anciens PC, si vous vous souvenez. Donc je tiens à rester transparent là-dessus. Et du coup, depuis, nous avons Gamer Nexus qui a posté une vidéo il y a 9 jours. Donc j'aurais pu en traiter dans le dernier Texama Show, mais j'attendais de voir un petit peu plus de news là-dessus. Et du coup, le gros problème avec Ikea, c'est qu'ils sont juste assez salauds, on va dire. Il y a des trucs vraiment pas du tout clairs avec eux. Et parmi ces trucs pas clairs, vous avez le fait qu'ils n'ont pas payé leurs employés, ils ne payent pas leurs taxes et ils ne payent pas aussi leurs fournisseurs de pièces et tout ça en tout genre. Donc, des très très gros problèmes. Alors, il y a eu cette première vidéo avec du coup, les accusations de Gamer Nexus là-dessus. Et il y avait déjà un petit peu des témoignages d'anciens employés. Et depuis, il a sorti une autre vidéo qui là juste apporte une énorme quantité de preuves là-dessus et même des trucs encore plus salauds, notamment la CEO de l'entreprise américaine de Ikea, parce qu'ils ont du coup une entreprise aux États-Unis et une en Slovénie, il me semble c'est là où ils sont basés. Mais cette CEO a utilisé apparemment beaucoup de l'argent de Ikea pour juste voyager partout dans le monde sans être au boulot. Apparemment, des fois, elle venait une fois par mois à l'entreprise, qui est assez abusé, on va être honnête. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et ça montre juste que il y a d'énormes problèmes de corruption. Il y a des problèmes, encore une fois, ils ont même menacé des employés, menacé des personnes avec qui ils travaillent. Et c'est juste n'importe quoi. Alors depuis, vous avez pas mal aussi de YouTubers qui ont pu travailler avec Ikea, qui ont témoigné. Vous avez notamment Jace2Sense ou même Debauer qui est très connu, qui notamment a aidé à designer ce boîtier techniquement. Mais Debauer est évidemment un YouTuber très connu parce qu'il fait beaucoup de trucs très précis, comment dire, très poussés au niveau hardware. Et notamment, c'est lui qui fait par exemple des kits qui vous permettent de retirer le capot de votre CPU, tout ça pour mieux les refroidir. C'est vraiment un gars génial et un gars qui est aussi très intelligent. Et il avait pu travailler avec Ikea pour faire justement des kits de refroidissement pour des CPU dès l'idée. Donc des CPU où on a enlevé le capot. Et du coup, ils ont tous les deux témoigné, Jace2Sen et Debauer, c'est ceux que j'ai vu en particulier. Notamment Jace2Sen faisait des contenus sponsorisés pour Ikea par le passé. Donc ça, il a pu en témoigner. Et notamment d'autres YouTubeurs qui faisaient des contenus sponsorisés ne se faisaient pas payer par Ikea. Il y a eu aussi Gamer Nexus qui a reporté sur le fait qu'une fois, ils étaient à un show, il me semble, c'était justement le Computex ou autre. Et eux, ils vont d'une marque à l'autre et ils traitent juste l'actualité. C'est vraiment, OK, voilà ce qu'ils présentent, voilà ce qu'on en pense. Ils traitent de l'actualité. Et du coup, ils ont fait ça chez Ikea. Et puis, le représentant d'Ikea va le voir et lui dit, OK, c'est combien? Genre l'argent, quoi, pour faire une vidéo sur le truc. Et lui, il est en mode, ben non, on fait juste une vidéo, voilà, enfin, c'est une vidéo, on dit ce qu'on veut, on reporte l'actualité, on n'a pas besoin d'être payé par vous, en fait, c'est juste chelou, en fait. Et du coup, il disait que c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça vous montre à quel point, en fait, l'entreprise avait vraiment des trucs très discutables. Alors, je n'accuse pas tous les employés, évidemment, d'IKEA, il y a beaucoup d'employés, justement, qui ont témoigné contre l'entreprise et qui disent que c'était juste n'importe quoi. Il y avait des non-respects des règles de sécurité, notamment. Il y avait, encore une fois, les salaires qui n'étaient pas payés. Personnellement, j'avais un contact avec Ikea en France. Alors, j'ai eu très peu d'échanges au final, parce que c'est juste, encore une fois, j'avais travaillé sur le fait de faire un PC watercoolé Ikea. Et moi, l'échange était très bref. Il n'y avait pas eu, encore une fois, d'échange au niveau argent. Juste, voilà, ils m'ont fourni des pièces. Ça m'a permis de faire le PC. Et je les remercie encore, d'ailleurs, par le passé de m'avoir permis de faire ça. Même avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Dans tous les cas, j'ai essayé de contacter justement cette personne en 2023, il me semble. Jamais eu de réponse. Aussi bien, il a quitté l'entreprise parce qu'il ne se faisait pas payer, c'est peut-être possible. Je ne sais pas trop. Donc ouais, dans tous les cas, des énormes problèmes avec Ikea. Et franchement, à ce point-là, j'ai juste envie de dire, ouais, vaut mieux pas acheter des produits Ikea. Alors, pas juste parce que ils n'ont pas respecté leurs employés, tout ça, même si c'est évidemment un énorme problème. Je le dirais juste d'un point de vue support technique, en fait. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que l'entreprise fasse faillite très prochainement parce qu'ils ont des énormes problèmes d'argent. Et aussi,
ils doivent payer énormément de personnes derrière. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent faillite et que du coup, vous ne puissiez pas avoir le support technique nécessaire derrière. Et c'est selon moi dommage parce qu'il y a clairement des personnes très talentueuses qui travaillent chez Ikea. Ils font des produits qui sont magnifiques. Ils font même aussi des produits qui sont très bons, selon moi. Et c'est juste dommage qu'on en arrive là, mais oui, franchement, il vaut mieux pas acheter un produit Ikea à l'heure actuelle. Ensuite, en parlant d'entreprise qui n'est pas forcément dans une bonne situation, Intel, avec les problèmes de stabilité de leur Core i9 de 13e et 14e génération. On en a parlé la semaine dernière, mais évidemment, il y a des énormes problèmes de stabilité qui fait que certains jeux crachent juste comme ça quand on les lance. Ça fait des fois des messages qui disent qu'il y a des problèmes de VRAM. Donc, ça a forcé même Nvidia à répondre sur le problème en disant « Hey, c'est pas notre faute, ça vient de Intel ». Depuis, nous avons des constructeurs de cartes mères et aussi plein de personnes qui ont essayé de changer les paramètres BIOS, mais on a aussi des constructeurs de cartes mères qui ont sorti des nouveaux BIOS avec un nouveau profil de fonctionnement qui est le Intel Baseline Profile, qui est basiquement le profil de fonctionnement par défaut du processeur qui devrait exister dans ces cartes mères. Et donc, depuis, Intel a répondu à tous ces problèmes-là dans ce post ici que vous pouvez voir en anglais. Je vous le résume très vite fait. Ils disent que Intel a pu observer justement des problèmes de stabilité sur leur processeur et que ces problèmes de stabilité sont en relation avec le fait que certains de leurs processeurs ne suivent pas les spécifications et opèrent dans des conditions, on va dire, pas optimales, qui sont au-delà des spécifications d'Intel, qui peuvent du coup causer des énormes chauffes et justement causer ces problèmes de stabilité, et aussi le fait que le voltage monte hyper haut et tout. Donc, en gros, ils n'ont pas encore exactement identifié la source même réelle du problème derrière, mais ils ont pu observer que sur les cartes mères, notamment Z690 et 790, les paramètres par défaut du BIOS désactivaient plein de technologies de sécurité d'Intel, notamment le Current Execution Protection, blablabla, vous avez tout ça ici, et aussi augmenter les limites juste n'importe où en fait. Genre, s'il y avait une limite de consommation de 253 watts, ben, dans beaucoup de cartes mères, par défaut, littéralement, vous ne changez rien, la limite était à genre 4000 watts. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas consommer 4000 watts, mais ça vous montre que toutes les limites étaient basiquement enlevées. Et du coup, Intel a demandé aux fabricants de systèmes et de cartes mères de tout simplement faire une update de BIOS qui réactive ses protections et fait fonctionner le processeur dans ses paramètres par défaut, en gros. Donc, littéralement, alors ils disent qu'ils continuent d'investiguer derrière et qu'ils vont essayer de trouver la source du problème parce que c'est pas juste un problème de consommation, il y a clairement un autre problème derrière, mais ça vient du fait que toutes ces limites sont, quoi qu'il arrive, à enlever. Mais ils sont aussi un petit peu en train d'accuser du coup les constructeurs de cartes mères de causer ces problèmes-là avec leurs paramètres qui ne sont pas respectés par défaut. Ils disent littéralement, oui, oh non, les processeurs sont instables parce qu'ils fonctionnent hors des paramètres par défaut, c'est pas normal. Mais du coup, j'ai envie de dire, Intel, ça fait de très nombreuses années que c'est fait. Franchement, ça fait depuis, il me semble, même la 11e génération, même encore avant, que vous avez des constructeurs de cartes mères qui, par défaut, ont des modes optimisés qui font basiquement fonctionner le processeur hors de ses limites par défaut, basiquement les overclock sans que les gens n'aient rien à faire. Donc ça fait de très nombreuses années et c'est seulement maintenant qu'ils sont en mode « Oh, c'est pas normal. Oh, pourquoi ils ont fait ça? C'est pas de notre faute. » hein. Donc moi j'ai envie de dire que Intel devrait avoir peut-être fait plus de vérifications derrière. Ça ressemble assez bien à la situation avec AMD, si vous vous souvenez, où certains constructeurs de cartes mères AMD, notamment Asus, Gigabyte et même MSI, mais en particulier Asus a beaucoup été affecté par ça, où en gros, ils avaient sorti des BIOS pour les cartes mères AM5 qui faisaient fonctionner les processeurs AMD, notamment surtout ceux avec les caches 3D, à des voltages beaucoup trop hauts qui abîmaient le processeur. Et il y en a même qui sont morts, littéralement, de processeurs. Et donc, depuis, évidemment, il y a eu beaucoup de corrections via BIOS, mais ça fait beaucoup penser à ça. Parce que oui, la faute est clairement sur les constructeurs de cartes mères en partie, qui ne devraient, selon moi, pas faire ça. Mais c'est aussi la faute de Intel et du coup, par le passé, d'AMD sur la même situation, sur le fait qu'ils devraient vérifier ce que font leurs partenaires. Ce n'est pas normal. Et surtout là, en particulier, c'est connu depuis de nombreuses années. Et il y a eu énormément de débats là-dessus, notamment pour les tests, parce que mais si Intel sort un nouveau processeur et que les testeurs ont une carte mère qui enlève toutes les limites, qui overclock le processeur par eux-mêmes, hein,
pour donner plus de performance, mais qu'est-ce que les testeurs sont censés tester en fait? Est-ce qu'ils sont censés tester dans cette configuration-là pour avoir les vrais chiffres de performance du processeur? Ou est-ce qu'ils doivent remettre le processeur à sa limite par défaut? Mais le truc, c'est que si les gens qui achètent la carte mère ont ça par défaut, justement, ont l'overclocking par défaut, ben, c'est comme ça qu'on devrait tester en fait. Donc il y a eu énormément d'ailleurs de débats par le passé, justement, en rapport avec ça. Il y a même des reviewers qui s'amusent du coup à tester avec les paramètres par défaut de full overclocking et tout ça, et puis en remettant littéralement les paramètres que Intel a dit étaient les paramètres normaux en gros. Donc il y a eu un énorme débat là-dessus. Et du coup, on en arrive finalement à une situation qui dit que oui, littéralement, ces paramètres par défaut changés dans les cartes mères pour overclocker les processeurs commencent à causer des problèmes et que peut-être c'était pas une si bonne idée au final. Et du coup, on a une autre news en rapport avec ça, avec le fait que des gens ont justement testé ce Intel Baseline Profile, donc ce nouveau profil par défaut, et du coup, ils ont trouvé que, ben oui, ça va coûter pas mal de performance, au point même que des fois, un Core i9 devient juste un Core i7 en termes de performance. Donc le 14900K en particulier, avec ce nouveau profil par défaut, ne peut consommer que maximum 253 watts, alors qu'avant, il pouvait monter à plus de 300 watts. Et donc, dans certains cas, ça peut causer des grosses chutes de performance. Alors, dans Cinebench, par exemple, en single core, ça va, moins 1%, mais en multithreading, par contre, on perd 9% de performance. Blender, moins 8%, et Blender, c'est un logiciel assez utilisé. C'est pas juste un benchmark, c'est un vrai programme. Y-Crusher, moins 11%. Et puis, à côté de ça, ils ont fait aussi des tests dans les jeux. Alors, les tests ne sont pas les plus réalistes, c'est en 720p. Donc, quand vous jouez en 720p, vous êtes limité par le processeur parce que la carte graphique, surtout une carte graphique moderne ici, qui était, il me semble, oui, d'ailleurs, une 4090, forcément la carte graphique est en mode oui, je m'ennuie, hein, j'ai rien à faire là, qu'est-ce que je suis censé faire derrière? C'est le processeur qui va la limiter. Donc, dans cette condition de test pas du tout réaliste, on va être honnête, on peut voir que certains jeux, alors contrôle, 0% de différence. Mais par contre, F1 2023, moins 8%. Shadow of the Tomb Raider, moins 8%. Starfield, moins 8%. Donc, ça peut affecter. Alors, encore une fois, c'est pas le plus réaliste. J'aimerais bien voir ça, moi, dans des tests plus en 1080p. Et puis, évidemment, tenez compte que si vous jouez en 1440p ou 4K, votre processeur ne vous limite pas. C'est votre carte graphique qui vous limite. Donc, tenez-en compte vraiment. Et par contre, on a aussi des avantages. La consommation est descendue de 316 watts à 253, donc moins 20% de consommation. Donc ça vous montre à quel point ces trucs poussaient les processeurs dans les extrêmes. Genre, on a augmenté la consommation de 20%, mais derrière on gagnait juste 9% en performance, c'était pas grand-chose. Hein. Et puis la température CPU aussi a diminué de 12%, donc ça c'est plutôt cool. Donc il n'y a pas que des désavantages, mais c'est clair que c'est pas idéal. Alors du coup, le truc, c'est qu'on se concentre sur les Core i9 ici, et c'est clair que si vous avez un Core i9 et des problèmes de stabilité, parce que si vous n'avez pas de problème de stabilité, bon, ok, mais si vous avez des problèmes de stabilité, vous devriez mettre à jour votre BIOS pour activer ce Intel Baseline Profile, selon moi. Mais ce qui est assez bizarre au final, c'est que les Core i7 derrière n'ont pas... Enfin, il y a certaines personnes qui indiquent avoir des problèmes de stabilité, mais apparemment, ça va encore sur les Core i7. Et du coup, ça veut dire que au final, le Core i7, comme lui n'est pas obligé de fonctionner avec ce Intel Baseline Profile, il est overclocké. Il va consommer limite plus que ce Core i9, mais aussi obtenir basiquement le même niveau de performance. Donc, il y a des gens qui disent, oh, du coup, autant prendre un Core i7, mais le Core i9 reste techniquement plus performant. C'est juste qu'il est limité alors que le Core i7 ne l'est pas. Faut en tenir compte. Personnellement, sur ma table de bench, j'ai justement un Core i7 14700K. Donc, une des raisons pour laquelle j'ai pris le i7 au lieu du i9, c'est selon moi, le i9 juste va trop dans les extrêmes et je n'ai pas besoin pour mes tests. Finalement, j'ai peut-être fait un bon choix. Par contre, toutefois, en réalité, j'ai fait un test récemment où j'ai eu des crashs dans certains jeux avec une certaine carte graphique. Donc là, je suis en train de me demander si ça ne viendrait pas de ça. Donc, faudrait que j'y regarde. Peut-être installer le Intel Baseline Profile pour justement éviter ça. Enfin bref, dans tous les cas, c'est une situation qui continue d'évoluer. Il faudra voir ce que ça donne au niveau du fait que Intel est aussi en train d'investiguer derrière, parce que peut-être que le problème, oui, vient du fait que le processeur consomme trop, mais il y a aussi peut-être un autre problème derrière qui cause cette instabilité, parce que c'est pas normal non plus. Ils sont quand même designés pour être overclockables, ces processeurs, donc il faudra voir s'il y a justement un problème derrière.
Ensuite, en parlant de problèmes, MSI a sorti un firmware pour le MSI Cloud qui permet de augmenter pas mal les performances dans pas mal de jeux, fixer aussi des problèmes parce que cette console, il faut le dire, elle est juste mauvaise. Elle est tellement mauvaise que maintenant elle se retrouve en promotion massive sur certains sites de vente parce que personne ne veut l'acheter. Et honnêtement, je comprends. C'est basiquement, c'est une roguelike en moins bon. Genre, je sais pas pourquoi ils se sont dit, ah oui, on va prendre un processeur Intel au lieu des processeurs AMD qui sont plus efficaces, qui ont un meilleur GPU, qui ont des meilleurs drivers GPU. Oh non, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Je suppose, honnêtement, je suppose que c'est Intel qui. Soit Intel a été les voir pour faire ça, ou soit ils ont été voir Intel en mode, hey, on va le faire avec un processeur Intel, mais vous faites une réduction sur les processeurs? Je sais pas. C'est peut-être ça, hein. C'est juste une théorie de ma part, mais pour moi, il y a clairement un accord commercial derrière qui arrangeait MSI de faire ça. Mais maintenant, ben, c'est en train de leur revenir dans la face, littéralement. Donc, mais yep. Honnêtement, la MSI Cloud, pour le moment en tout cas, c'est juste un mauvais achat. Franchement, je vous le dis, vaut mieux prendre une roguelike, vaut mieux prendre un Steam Deck, vaut mieux prendre ce genre de consoles qui sont mieux optimisées et qui fonctionnent juste bien mieux. Alors, le firmware, du coup, a quand même corrigé pas mal de problèmes, donc ça, c'est cool, mais ça ne change pas le fait que c'est toujours pas assez bon, en fait. Ensuite, on a une petite news très rapide sur des nouveaux processeurs AMD qui arrivent, qui sont un peu des processeurs étranges chez moi, donc c'est les 8400F et 8700F. Donc oui, normalement les Ryzen 8000 sur PC fixe sont ces nouveaux processeurs APU, donc ce sont des processeurs avec une partie graphique qui est très puissante. D'ailleurs, le 8700G notamment a un chipset graphique intégré qui arrive à concurrencer une GTX 1650, ce qui est pas dégueulasse, hein, parce que ça vous permet de faire des mini PC assez puissants quand même. Mais du coup, quel est l'intérêt de faire ça, de prendre ce processeur-là et puis d'enlever la partie graphique? Pas vraiment en vrai. Euh, Parce que du coup, le gros avantage de ce processeur-là. Parce que derrière, ces processeurs sont. Alors, ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils sont très efficaces au niveau énergétique, parce qu'ils ont un légèrement meilleur processus de gravure. Et aussi, AMD les a pas mal optimisés, donc ils sont vraiment très efficaces au niveau énergétique. Mais ils ont aussi un problème, c'est qu'ils ont moins de cache. Et à cause du fait qu'ils ont moins de cache, ils sont réellement moins bons, genre vraiment moins bons dans les jeux vidéo par rapport aux autres Ryzen 7000 qui utilisent techniquement la même architecture. Donc là, vous pouvez voir que le 8700F ou même 8700G ont jusqu'à maximum 16 MB de cache L3, alors que leur grand frère ou leur cousin, je suppose, par exemple, un 7700X, qui a le même nombre de cœurs, a 32 mégas normalement de cache L3. Donc ça fait une énorme différence dans les jeux vidéo. Au point même que le 8700G, quand il a été testé avec une carte graphique dédiée à côté, n'arrivait même pas à dépasser des fois des anciens processeurs de genre Intel, ou même était largement en retrait par rapport aux autres Ryzen 7000. Donc moi, je vous le dis, le seul intérêt de ces processeurs-là, ben, c'est la partie graphique. Et si il existe une version sans la partie graphique, je ne vois aucun intérêt. Oui, ils sont très efficaces au niveau énergétique, mais quel est l'intérêt derrière? Parce que vous allez devoir mettre une carte graphique dédiée. Donc si vous mettez une carte graphique dédiée, c'est que vous voulez jouer à des jeux vidéo. Si vous voulez jouer à des jeux vidéo, prenez un meilleur processeur pour les jeux vidéo. Prenez un Ryzen 7600. Le 7600 coûte moins cher en réalité, est plus performant et reste très efficace au niveau énergétique. Et vous êtes toujours du coup sur la plateforme AMD. Donc oui, je ne comprends pas du tout l'existence de ces deux processeurs en particulier. La version G avec le processeur graphique, je comprends. C'est encore une fois les meilleurs APU qui existent. Mais la version sans partie graphique, non, juste éviter. Ensuite, on a d'autres news encore une fois sur des processeurs AMD qui, eux, par contre, vont être beaucoup plus intéressants. C'est évidemment sur les Ryzen 9000. Alors, on a évidemment eu tous les détails sur les Ryzen 9000 sur PC fixe, qui auront jusqu'à 16 cœurs et tout ça. Donc, ils seront assez similaires au Ryzen 7000, mais avec évidemment une nouvelle architecture Zen 5. Maintenant, ici, les détails concernent les APU mobiles, donc les processeurs mobiles basiquement. On aura trois gammes principales. On aura d'abord Strix Point, qui seront les premium APU, qui vont remplacer basiquement ceux que vous voyez souvent dans des ultrabooks, voire certains ordinateurs gaming. On aura les Fire Range, qui eux seront les CPU mobiles haut de gamme. Donc là, on parle de jusqu'à, par exemple,
16 cœurs Zen 5, donc vraiment ceux que vous voyez dans les ordinateurs portables gaming. Et puis on a aussi Strix Allo qui sera des APU ultimes. Et là, la grosse nouveauté du coup, c'est que maintenant on sait un petit peu plus la configuration CPU. Et notamment, alors Strix Allo est basiquement la version haut de gamme pour ordinateur gaming, mais avec du coup les mêmes cœurs CPU, tout ça, mais un plus gros GPU, donc ça utilisera jusqu'à 40 CU d'un GPU RDNA 3.5, donc ça c'est plutôt massif en réalité. Donc ils sont assez similaires ces deux-là, juste une partie GPU plus importante sur l'autre. Mais par contre le Strix Point qui sera plus pour, encore une fois, pas l'entrée de gamme, mais voilà, les ordinateurs moins chers, ici on peut voir qu'ils auront jusqu'à 12 cœurs. Et ça c'est assez nouveau parce que jusqu'à maintenant ils avaient jusqu'à 8 cœurs. Ce qui était pas mal, mais maintenant on va avoir jusqu'à 12 cœurs. Mais par contre, on va avoir une configuration mixte. On aura 4 cœurs Zen 5 et on aura 8 cœurs Zen 5C, en tout cas jusqu'à 8 cœurs Zen 5C. Donc ça fait énormément penser évidemment aux cœurs Zen 4C qu'on a vu par le passé, qui sont basiquement des cœurs Zen 4. Donc les cœurs Zen 4, c'est évidemment ce qu'on a sur les Ryzen 7000, mais qui sont plus compacts. Donc ils sont techniquement les mêmes d'un point de vue architecture, contrairement à ce que fait Intel avec vraiment deux types de cœurs totalement différents. Ici, ils sont techniquement les mêmes, ils sont juste faits pour être plus compacts. Et dû au fait qu'ils soient plus compacts, il me semble qu'ils avaient un peu moins de cache et surtout, ils avaient une fréquence qui ne pouvait pas être aussi haute. Parce que comme ils sont beaucoup plus compacts, il y a plus de problèmes de stabilité quand la fréquence monte trop haut. Ce qui est en réalité assez logique. Des fois, il faut espacer un petit peu les choses en architecture de microprocesseur, il faut un petit peu espacer les choses pour éviter que un trop gros courant électrique qui permet une plus haute fréquence puisse affecter justement la qualité du silicium et surtout la stabilité de celui-ci. Donc c'est pour ça que les cœurs Zen 5 étaient un peu plus faits pour être un peu plus espacés pour que ce soit plus stable à plus haute fréquence. Et ici, enfin des Zen 4 je veux dire, et les N4C, eux, étaient beaucoup plus compacts. Et ils se disaient, oh, ben, c'est de toute façon pour des appareils mobiles. Ou c'était notamment, ils ont utilisé sur les processeurs EPYC de serveurs. Parce que là, ben, les processeurs EPYC, ils sont à 2 GHz ou 3 GHz. Donc, ils n'ont pas besoin de cette fréquence hyper haute. Donc, ils restent vraiment très proches en termes de performance qu'un cœur Zen 4. C'est juste que la grosse différence, c'est la fréquence. Dans les jeux vidéo, par contre, ça peut évidemment beaucoup affecter la fréquence. Du coup, ici, ces cœurs Zen 5 et Zen 5C, on ne le sait pas encore si c'est la même stratégie, mais si c'est la même stratégie, en toute logique, ce sera le cas, ben, du coup, ils seront plus compacts, auront une moins bonne fréquence, mais en échange seront plus efficaces au niveau énergétique. Donc en vrai, pour un appareil mobile, pas un problème honnêtement. Surtout qu'il y aura quand même 4 cœurs Zen 5 normaux, donc honnêtement, je vois pas vraiment de problème ici. Et du coup, on aura aussi jusqu'à 16 CU en RDNA pour information 3.5, donc c'est vraiment des APU. Alors que par exemple, le FireRange, vous voyez, hein, le processeur mobile haut de gamme, du coup, Ryzen 9000, lui a juste 2 CU, donc un petit peu comme d'ailleurs la version desktop. 2 CU, c'est pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, c'est le cas avec les Ryzen 7000. Les Ryzen 7000, la partie GPU intégrée n'est pas impressionnante. Hein. C'est clairement pas des full APU comme justement ceux qui sont designés pour être des APU. Donc là, 16 CU, c'est quand même pas mal, mais par contre, le Strix Allo avec 40 CU, ça, pour un Steam Deck version 2, ça pourrait être intéressant. Hein. AMD a quand une puce Zen 2, une puce Z2. Ça, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience, encore une fois. Ensuite, justement, peut-être si vous avez un ordinateur portable qui a besoin d'un plus gros GPU ou autre chose, qui utilise un des processeurs qu'on a vu avant, eh bien, Lenovo va sortir le ThinkBook TGX GPU Enclosure. Donc, c'est basiquement un dock GPU externe. Alors là, directement, il y a des gens qui vont avoir des flashbacks sur les docks GPU Thunderbolt. C'est pas la même chose parce que ceux-ci n'utilisent pas notre Thunderbolt, ils utilisent OcuLink. OcuLink est un connecteur qui existe maintenant depuis un petit moment, qui a été développé par certaines marques pour tout simplement faire passer un signal PCI Express à beaucoup plus haute vitesse que le Thunderbolt. Donc Thunderbolt 4 maximum c'est 40 Gbps et en plus quand vous utilisez un GPU il y a un petit peu d'overhead et tout ça, donc c'est plus 32 Gbps que vous avez maximum, donc c'est pas assez. Avec le connecteur OcuLink, vous pouvez monter jusqu'à 64 Gbps, donc c'est pratiquement x2. Et donc forcément, ça veut dire que le GPU sera beaucoup moins limité par la bande passante. Donc en gros, ça pourrait enfin donner un intérêt pour ces docks GPU externes.
Ça fait aussi un petit peu du coup penser à... Vous avez notamment Asus qui a son propre connecteur, notamment sur la ROG Ally, qui est leur connecteur, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais c'est un connecteur justement pour faire passer jusqu'à 8 lignes PCI Express pour info, qui a aussi une sacrée bande passante. Il me semble même qu'il a une plus haute bande passante que l'Oculink, mais évidemment il est propriétaire. Ici, l'Oculink est libre d'accès. Tout le monde peut le mettre dans leur PC, tout le monde peut le mettre sur un ordi portable et tout ça. C'est tout à fait possible. Il y a même maintenant des gens qui font... vous pouvez trouver des adaptateurs M.2 vers un connecteur Oculink qui vous permet du coup de brancher ces futurs docks GPU externes. On a vu aussi d'ailleurs le dock GPU Oculink avec, je ne sais plus quelle marque, mais une marque justement de console mobile comme ça, un petit peu comme les Steam Deck et tout. Il y a une marque qui a fait justement un dock GPU externe qui utilise le connecteur Oculink. Donc, moi, personnellement, je suis assez impatient de voir plus de personnes utiliser l'Oculink. J'espère aussi qu'on va avoir une version 2 de l'Oculink, ou je ne sais pas la version à laquelle actuelle ils sont, mais une version qui sera encore plus performante, qui va peut-être dépasser les 100 Gbps, et qui nous permettra de vraiment utiliser un GPU dédié sur des mini-consoles ou tout simplement des ordinateurs portables. Donc ouais, vraiment impatient. Et du coup, là, c'est vraiment un dock GPU externe, donc vous pouvez mettre votre propre GPU, votre propre alimentation, donc ça laisse la liberté derrière, donc en vrai ça pourrait être une assez bonne solution. Il faudra évidemment par contre voir le prix, parce que le problème aussi de ces docks GPU externes en Thunderbolt, c'était à chaque fois le prix. Ils étaient hyper chers, genre c'était minimum 300-400 euros pour un dock vide, genre vide, il n'y avait même pas de GPU dedans, il y avait quand même l'alimentation, mais vide, 300-400 euros, beaucoup trop cher. Si ça coûtait, allez, 200 euros, je pense que 200 euros serait tout à fait raisonnable s'il y a l'alimentation incluse. Mais là, ce serait déjà évidemment beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui aurait un de ces connecteurs Oculink. Et pour info, il va y avoir des ordinateurs Lenovo qui utilisent un connecteur Oculink, notamment les ThinkBook 14 Plus et 16 Plus en version 2024. Donc, il existe des options. Et enfin, dernier truc aussi très prometteur pour le futur, avez-vous besoin d'un robot chien avec un lance-flamme dessus? Eh bien, vous avez de la chance. Une entreprise a commencé à en vendre aux États-Unis et le prix est en dessous de 10 000 $. Franchement, c'est abordable pour un robot chien qui tire des flammes. Il s'appelle le Thermonator et je ne déconne pas, c'est réellement un produit qui existe. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas, mais comme vous pouvez voir dans cette vidéo, vous allez pouvoir, ben oui, je sais pas si vous avez des ennemis ou autre chose, si quelqu'un vous embête, vous pouvez juste sortir votre robot chien qui tire des Regardez le truc. Oh, j'adore la technologie. J'adore vraiment la technologie. Alors, ils ont apparemment utilisé un robot existant chien et ils ont vraiment fixé un lance-flamme par-dessus qui peut d'ailleurs utiliser, je sais plus quoi, mais vous pouvez même carrément mettre du napalm dedans. Donc, ma foi, vous avez des options au niveau de votre lance-flamme. Hein. Et sur ça, on va rester là pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!